Pour vous dire quelques mots d'abord pour me présenter, donc je m'appelle Kevin Vacher, je suis sociologue, je ne suis pas que sociologue dans la vie, il y a plein de choses qui me définissent. J'ai grandi dans une famille très populaire à Nice, dans un quartier populaire. Moi je ne suis pas quelqu'un qui aurait dû être à l'université, comme des fois ça arrive. J'ai commencé à militer très jeune, une conscience des injustices qui a été assez forte chez moi de par ma famille, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels non plus, mais une conscience politique de l'injustice qui arrivait assez forte, et j'ai eu la chance de rencontrer des militants et des militantes qui ont poussé ma curiosité, et qui m'ont dit mais si, en fait, même si le système scolaire te gonfle, moi entre ma première au lycée et la fin de ma licence, je séchais quasiment tout le temps les cours, parce que déjà je préférais militer déjà, et c'est vachement plus sympa. Mais aussi parce que j'étais assez inadapté en fait au système scolaire tel qu'il était fait, quoi. Et à la fin de ma licence, ils m'ont poussé en me disant mais si en fait tu adores la sociologie, enfin, vraiment tu kiffes ça et tu vas en faire des trucs bien. Et donc je suis arrivé finalement à devenir chercheur en sociologie. Sauf que j'ai toujours une sorte de sentiment d'inadaptation à tout ce monde professionnel, scientifique. Moi, dans les statistiques dont on va parler aujourd'hui, dont on a commencé à parler, là, moi, je suis dans la catégorie haute maintenant, enfin, de par mon métier, quoi. Mais je me sens pas très à l'aise avec ça, et je pratique la sociologie un peu différemment. En fait, je pense que les sciences sociales, en général, donc toutes les sciences qui étudient la société, je pense que chacune peut en faire. Et souvent, les sociologues, les chercheurs, ils ont une petite tendance à parler à la place des gens, et à appliquer un peu, je vais le dire vite, hein, mais des gros concepts, des gros cadres d'analyse sur des réalités, ce qui peut parfois nous conduire à faire des erreurs, mais aussi ce qui nous conduit à ce que les gens ne se sentent pas forcément représentés, et que les savoirs que les sciences sociales produisent ne sont pas forcément très utiles. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce collectif Démocratiser la politique, donc que j'ai co-initié avec deux collègues qui s'appellent Tara Dickman et Taoufik Valipouram, il est un peu particulier. Il n'est pas composé que de chercheurs et de chercheuses, justement. Il est composé au total d'une centaine de personnes, de bénévoles qui sont venus nous aider, etc. Mais plus particulièrement, il est composé de 42 personnes qu'on appelle des co-chercheuses, des co-chercheurs et co-chercheuses, qui sont en fait des militants et militantes issus de monde populaire, de classes populaires, dans 4 territoires français, à Marseille, en Île-de-France, dans l'Ain, territoire périurbain et rural à l'est de Lyon, et dans le nord de la France, plus particulièrement entre Roubaix et Lille. Donc c'est que des militants et militantes qui ont eu une trajectoire dans la vie politique, électorale ou pas, qui peuvent aussi militer syndicalement, dans des associations de quartier, de ruralité, etc. Et on a travaillé avec ces 42 personnes, un conseil scientifique, une équipe opérationnelle, à résoudre une question qui nous avait, pour la plupart, toutes et tous touchés personnellement, qu'on peut résumer assez simplement. C'est pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens comme nous qui sont engagés dans la vie de leur quartier ou de leur village, mais qu'on se fait douiller à chaque fois, en gros, et qu'à la fin, les gens qui nous représentent ne nous ressemblent absolument pas. Et c'est con parce que quand même il y a des gens assez géniaux en fait qui, dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir sur une association, un syndicat, une municipalité, sont capables de choses, et plein de chiffres, et puis surtout notre connaissance du terrain nous disent que l'engagement politique, associatif, etc. est quelque chose qui est encore assez puissant en fait en France. Je ne connais pas ce quartier ici, mais il y a peut-être une myriade d'associations qui y travaillent. Moi, à Marseille, en tout cas, je sais que là où je vis, il y a une myriade d'associations qui bossent, qui font du très bon boulot. On le voit dans les grandes manifestations syndicales qui encore réunissent en France des millions et des millions de personnes. On a des indicateurs en fait assez forts. Et puis, donc, on a travaillé sur nos histoires justement pendant une centaine d'heures d'ateliers pour comprendre dans nos parcours d'engagement à quel moment on s'était fait douiller. Et puis, au fur et à mesure de ce questionnement, on s'est rendu compte que systématiquement, c'était pas nous, notre engagement, qui posait problème, mais c'était que des gens nous avaient mis des obstacles en face. Et que c'était à peu près tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est le nom de notre rapport. Tous les mêmes, c'est cette phrase de comptoir qu'on peut se dire assez rapidement, mais qui est une intuition populaire assez juste, en fait. C'est que quand on regarde la vie politique, c'est tous les mêmes, et que c'est eux qui organisent la vie politique. Et on a pu faire quelque chose, c'est que, outre faire des auditions avec des personnalités publiques, 24 auditions qu'on a menées ensemble, on a pu travailler sur plus de 20 ans de données sur les élus et les candidats et candidates en France. Donc en fait, on a pu constituer à partir de données du ministère de l'Intérieur qui étaient, on va dire, quasiment pas publiées, bon, je passe les détails méthodologiques, mais on a pu travailler à créer une base de données exhaustive pour, première chose, compter combien de personnes
ont candidaté au moins une fois dans leur vie depuis 2002 à une élection. On cherchait à comprendre, est-ce que cet engagement électoral, cet engagement qu'on trouve aussi fort dans nos quartiers, etc., est-ce qu'en fait c'est la même chose aussi au niveau des élections, quoi. Et ensuite, on a fait ce rapport, on a travaillé pendant 2 ans et demi dessus, le rapport que je vous présente aujourd'hui, fait ce rapport que vous pouvez lire de vous-même sur démocratiserlapolitique.org. On a fait ce rapport pour faire un portrait social de la France politique de 2002 à aujourd'hui et comprendre à quel endroit, de quelle manière, comment dans le temps la représentation politique a évolué en ayant une analyse des classes sociales derrière. Alors, la sociologie, c'est un truc, c'est plein de normes, de règles, etc. Et des fois, il faut toujours discuter ces règles, c'est pas des règles immuables. Nous, on a essayé de construire 3 grandes catégories qui pouvaient faire sens dans tous les territoires pour pouvoir faire des comparaisons, pour définir ce que sont les classes populaires, les classes moyennes, les classes supérieures. Et pour des raisons pareilles, je vais pas rentrer dans la méthodologie, pour des raisons de données, en fait, on a une 4e catégorie que sont les retraités. Donc là, quand je vais vous parler de classes populaires, moyennes et supérieures, je parle de personnes en activité. Et les retraités sont à part. Bon, les données ne nous permettent pas de faire mieux, malheureusement. C'est la faute du ministère de l'Intérieur. C'est toujours la faute du ministère de l'Intérieur. C'est une règle qu'il faut avoir. Donc, si je vous donne une petite définition des classes sociales telles que nous on les définit, les classes supérieures, en fait, ce sont les personnes qui, dans leur métier, quand on fait de la sociologie des professions, en tout cas, dans leur métier, disposent d'une grande autonomie, un grand pouvoir de décision sur les autres et sur la société. Exemple, un magistrat, un cadre de la fonction publique, du privé, un intellectuel, un artiste, s'il est suffisamment stable, a le pouvoir de décider, par exemple pour un intellectuel, un chercheur comme moi, je peux décider que ce que je vous dis, c'est vrai, c'est de la sociologie, j'ai le diplôme qu'il faut pour le dire, j'ai ce pouvoir-là sur mon métier. Un cadre, votre patron, un gros agriculteur, a la possibilité, le pouvoir économique de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Les classes populaires, à l'inverse, ce sont les personnes qui, justement, n'ont pas cette autonomie-là et sont sous contrainte d'ordre exécutif. Et en général, ça s'associe aussi à des conditions de travail, des revenus, une précarité, etc. C'est toutes les personnes qui sont obligées, qui dépendent d'autres personnes et qui doivent exécuter des ordres. Et les classes moyennes, c'est les personnes qui, justement, vont faire intermédiation entre les deux, soit parce que ça va être des niveaux moyens de hiérarchie dans l'entreprise, mais aussi parce que c'est des personnes qui vont encadrer des publics, par exemple les enseignants ou les travailleurs et travailleuses associatives du social, etc., encadrent, éduquent les jeunes, les enfants, etc., donc ont des positions intermédiaires dans la société. Une petite définition pour qu'on comprenne à peu près de quoi on parle. Tout ceci est discutable, mais aujourd'hui on parle de cette manière-là. Donc à votre avis, les classes populaires dans la population française aujourd'hui active représentent combien de pourcentage de la population? Est-ce que je peux avoir 3 volontaires qui vont me donner une réponse aléatoire? 60%? 10? 45. C'est madame, je crois, qui gagne. 35% en moyenne sur la période de notre analyse, 2002 jusqu'à aujourd'hui. Les classes supérieures, à l'inverse, combien de personnes? Allez, 3 nouvelles volontaires. Julie? 35%. 20, et j'ai entendu 15, c'est monsieur qui gagne. 12%. Donc les classes populaires aujourd'hui, même si on parle de la disparition des classes populaires, machin truc, etc., sont encore la classe la plus présente dans la population. Les classes moyennes de mémoire, c'est 29%, et le reste, c'est des retraités. Maintenant, vous vous souvenez de ce dont je vous parlais, cette base de données qu'on a créée pour étudier tous les élus, les candidats et candidates en France, où on se demandait, mais est-ce que les gens s'engagent dans la vie électorale encore aujourd'hui? Combien de personnes, du coup, ont candidaté à au moins une élection en France depuis 2002? Là, je vais vous faire à main levée. Il n'y a pas de prix à la fin, ne vous inquiétez pas. À votre avis, est-ce que c'est moins de 500 000 personnes? Levez la main ceux qui pensent qu'il y a moins de 500 000 personnes qui ont candidaté au moins une fois à une élection depuis 2002. Est-ce que c'est entre 500 000 et 1 million de personnes? Levez la main, celles et ceux qui pensent que c'est entre 500 000 et 1 million de personnes. Léonore m'a déjà écouté en conférence, elle s'est trompée. Et du coup, je suis pas très content. Celles et ceux qui pensent que c'est entre 1 million et 2 millions. Celles qui pensent que c'est plus de 2 millions. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de gagnants. Il y a 2,17 millions
de personnes qui ont candidaté au moins une fois à une élection en France, depuis 2002. Et donc, waouh! Là, vous vous dites, waouh, il a bien bossé, ils ont bien bossé. Non, non, vous vous dites, waouh, en fait, les gens s'engagent électoralement. Alors qu'en fait, c'est assez contre-intuitif. Alors, il y a une explication administrative, c'est que la France est un pays qui compte 35 600 communes, un truc comme ça, ce qui, évidemment, sont autant de postes disponibles, notamment dans les communes rurales. Mais il y a en effet quelque chose de contre-intuitif, parce que, y compris dans ces toutes petites communes, en fait, s'engager électoralement, c'est prendre le risque que si vous perdez, tout simplement, le maire suivant va refuser de signer votre permis de construire. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment des réalités très probantes. Et puis la politique telle qu'on la voit aujourd'hui, en vrai, ne donne pas vraiment envie de s'engager électoralement. Dernière question, parmi ces 2,17 millions de personnes, combien sont issus des classes populaires? Donc rappel, 35% de classes populaires en moyenne sur la même période. Celles et ceux qui pensent que c'est moins de 10% de classe populaire. Celles et ceux qui sont... Ça y est, vous avez compris la main, vous avez compris le consigne, vous levez la main direct. J'ai envie de faire d'autres questions, du coup. Entre 10 et 20%. Plus de 20%. 30%. Alors, c'est beaucoup les petites communes, en effet, et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. En fait, c'est assez impressionnant, c'est que du coup, on a confirmé, en ayant juste constitué notre base de données, en ayant juste fait ce premier tri, ça a pris 1 an et demi pour faire ça hein, quand même, et le reste, encore 1 an. En fait, on a confirmé notre intuition, notre observation du réel, c'est que non seulement les Français et les Françaises s'engagent électoralement, mais parmi eux et elles, les classes populaires s'engagent massivement. On a une légère sous-représentation, en effet, 35% dans la population, 30% dans les candidatures. Légère sur-représentation des classes supérieures aussi. De mémoire, c'est 20% de classes supérieures parmi les candidats et candidates, 14% dans la population. Mais ce n'est pas des extrémités non plus. On est sur des choses quand même où on a une certaine distorsion. Voilà, c'est un peu tordu, mais on a quand même une représentation assez proche de la réalité. Ce qui nous dit en fait que, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, que lorsque les classes supérieures ne mettent pas d'obstacle à l'engagement électoral, eh bien les classes populaires s'engagent. Les classes moyennes également, c'est plus facile pour elles quand même. Les classes populaires s'engagent, peuvent accéder à certains niveaux de pouvoir politique, et qu'en fait ce qui va poser problème, c'est que le système politique, notamment des partis politiques, mais pas seulement les partis, les listes citoyennes aussi sont concernées, tout le système politique est constitué par une série d'obstacles qui empêchent l'accès des classes populaires qui ont pourtant envie, elles leur empêchent de s'engager politiquement et de prendre un vrai pouvoir politique. Et c'est de ça dont on va parler. Ce que je viens de vous dire là, c'est l'escalier du pouvoir. Et alors je vais me concentrer aujourd'hui essentiellement sur l'aspect municipal, parce que on vient intervenir auprès de... je vais faire une petite digression là-dessus quand même. On vient intervenir auprès de Poitiers Collectif. Mais je vais quand même d'abord vous donner quand même un petit portrait national de où en est la France à ce niveau-là. Je fais une petite digression sur le fait que ce rapport, on l'a publié le 12 septembre. Ça fait 1 an et demi qu'on fait un gros travail de lobbying auprès des partis politiques pour leur expliquer que on va lancer une bombe dans le débat public, qu'il va falloir l'accepter et qu'il va falloir faire quelque chose. On a une démarche qui est à la fois parfois un peu conflictuelle. Vous allez voir, nos propositions sont assez fortes et assez radicales là-dessus, parce qu'on pense qu'il est urgent, dans le moment démocratique dans lequel on est, qu'on discute de ces questions-là, parce qu'on pense que c'est une des racines fondamentales de la crise démocratique qu'on est en train de vivre, c'est que les gens ont raison de ne pas se sentir représentés, et que ça fait partie des bonnes raisons de l'abstention, ce dont on parle ici. Donc parfois on est un peu conflictuel, mais on peut être aussi assez gentil, assez coopératif, et notamment avec Poitiers Collectif, parce qu'ils sont venus nous voir, donc c'était sympa eux aussi. Je ne fais pas de la promo spécialement, moi j'ai pas d'avis sur la politique poitevine. Non mais plus sérieusement, on a fait une adresse à l'ensemble des listes et partis politiques en leur disant ce sujet-là c'est un sujet démocratique qui doit être pris en charge par l'ensemble du champ politique. C'est un sujet qui doit être transpartisan. En fait, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de respecter la promesse des révolutionnaires de 1789 qui promettaient la représentation par le peuple, la représentation du peuple et par le peuple. Cette promesse démocratique-là qui a été trahie, c'est ce que je disais, c'est une des racines de la crise démocratique actuelle. Et vous avez, j'en parlerai à la fin, dans la constitution française actuelle de 58, cette phrase à l'article 3, qui est encore une des dernières traces de l'idéal révolutionnaire et démocratique, qui dit qu'aucun individu ou aucune section du peuple ne peut s'accaparer l'exercice de la souveraineté nationale. Et ça, en fait, c'est une très jolie phrase dans notre Constitution. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous démontrer, c'est qu'il y a une
partie de la société, une section du peuple qui s'est accaparé la souveraineté, l'exercice de la souveraineté nationale. Donc nous, notre travail, c'est de proposer la parité sociale, c'est-à-dire comme pour la parité de genre, mais pour les classes sociales, et trouver des solutions concrètes pour changer ça. Et donc quand on vient à Poitiers Collectif ou d'autres, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accompagner ces listes et partis, si ils et elles sont de bonne foi, mais surtout c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, parce que tout ce qu'on fait, on le fait publiquement, on l'a fait de manière indépendante au niveau financier, pour ne pas compter ni sur l'État, ni sur les partis politiques, et on le fait de manière à ce que chacun et chacune d'entre vous puisse contester les décisions des partis politiques et s'impliquer. Donc ça c'est important, ma présence ici, c'est une présence de chercheurs indépendants, mais qui espèrent créer un cadre coopératif avec vous et avec n'importe quel parti ou liste. Je clôt cette digression et je reviens du coup à mon escalier du pouvoir, cette série d'obstacles-là qui se posent contre l'engagement des classes populaires. Ça, c'est les élus aux élections européennes, aux dernières élections de 2024 et aux précédentes. Donc vous vous souvenez, 30% de classes populaires candidates à des élections depuis 23 ans. Et en 2024, 87% des élus européens appartenaient aux classes supérieures. En 2009, on avait même 0% de classes populaires au Parlement, dans la délégation française au Parlement européen. Donc là, c'est vraiment le Parlement européen, c'est une extrémité. Et vous pourrez aller voir le rapport, on explique pourquoi est-ce que dans chaque institution, il y a des spécificités dans les modalités de sélection sociale dans les institutions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le Parlement européen, c'est vraiment une élection qui, pour plein de raisons, et beaucoup de mythologie aussi de la complexité du Parlement européen. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Mais est vraiment un des cas les plus caricaturaux de cette inégalité sociale en politique. Vous retrouvez ça à peu près partout, dans toutes les élections parlementaires, là sur les sénatoriales. Ce qui est intéressant sur les sénatoriales, c'est que bon, non seulement on est à des extrémités aujourd'hui, 67%, mais on a aussi une augmentation dans le temps de la place des classes supérieures actives, alors beaucoup au détriment des retraités, dont la part diminue. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes façons dont ça se passe suivant les institutions. Les classes européennes, ça a toujours été les classes supérieures qui ont dominé, classes supérieures actives. Là, il y a des schémas un petit peu différents. Élections législatives, pareil. On est sur des scores absolument hallucinants, hein. Aujourd'hui 68%. Et vous voyez, ça vous en avez peut-être entendu parler, certains médias, notamment, on l'ont beaucoup commenté sur les dernières législatives. Vous voyez qu'il y a aussi une toute petite montée de la part des classes populaires. On passe de 2% en 2007-2012 à 6% en 2024. C'est la seule élection où il y a ça, où il y a une petite montée. Alors, il y a deux choses intéressantes là-dedans. La première, c'est que cette poussée, elle est due notamment au fait que le Rassemblement national et la France insoumise ont fait élire des classes populaires à l'Assemblée nationale. Je reviendrai sur le Rassemblement national si vous voulez. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'illusion qui est faite dans ce parti, ou en fait qui est en train de se briser. C'est assez intéressant. On a pu prouver qu'il y avait une vraie arnaque du côté du RN là-dessus, quoi. Et ce qui est intéressant quand on voit que du coup il y a cette poussée-là par ces deux côtés-là, c'est que malgré une situation politique qui est catastrophique, une défiance politique très forte, malgré le fait que grosso modo, dans l'ensemble des partis, dans les candidatures, c'est de plus en plus les classes supérieures qui prennent de plus en plus de place, c'est comme s'il y avait une sorte de réflexe électoral de la population de faire élire les partis où il y a le plus de classes populaires. En fait, ça c'est intéressant parce que les partis ont beau sélectionner de plus en plus les gens et d'être de plus en plus inégalitaires, en fait, les gens, quand ils votent, eux, poussent quand même dans l'autre sens. Alors, je ne vais pas résumer le vote RN ou LFI que par ça, mais en tout cas, c'est cette contre-poussée dans l'électorat. L'autre chose intéressante, c'est que, malgré cette légère poussée, il faudra attendre 2096, en suivant ce rythme-là, pour qu'on ait une représentation à l'équilibre des classes populaires à l'Assemblée nationale. 2096. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment le chiffre qui est important dans ce rapport, c'est on ne peut pas attendre 2096. Et c'est ça aussi qu'on dit, c'est il y a des partis qui font différemment pour des raisons diverses, mais aujourd'hui, c'est un problème démocratique global qui doit être pris en charge par l'ensemble de la société, parce qu'on ne peut pas attendre combien ça fait 80 ans, 70 ans, pour avoir enfin des représentants qui nous représentent. Donc à la fin, on arrive à ça au niveau de l'ensemble du portrait général de toute élection confondue.
Donc là, c'est l'escalier du pouvoir. Donc là, c'est les chiffres sur les derniers scrutins, les scrutins les plus récents, donc depuis 2020, tous scrutins confondus. On a une population donc actuellement avec 32% de classe populaire, 22% de classe moyenne, 14% de classe supérieure. Et vous voyez, on a un peu ici deux escaliers qui se contredisent. Un escalier de classe supérieure et en miroir, un escalier des classes populaires qui se font face, qui nous montrent bien, du coup, ce niveau de sélectivité de la vie politique. Dès qu'on franchit une étape, le fait de candidater à une élection, deuxième ligne, le fait d'être élu municipal ou municipaux, le fait d'être élu au niveau départemental et régional, le fait d'être élu parlementaire, on voit que la part des classes populaires diminue drastiquement et inversement de l'autre côté. Voyons maintenant sur les élections municipales. Pourquoi les élections municipales, c'est hyper important, pas seulement parce qu'elles arrivent là en mars prochain, mais aussi parce que les élections municipales, c'est la porte d'entrée pour l'engagement électoral. C'est le scrutin le plus accessible, c'est celui qui fait sens beaucoup. On sait que les maires sont souvent les figures les plus appréciées des Françaises et des Français, parce que c'est une fonction de proximité, c'est quelqu'une qu'on peut voir, surtout dans des villes moyennes comme la vôtre. Moi, à Marseille, mon maire, je le vois un peu moins, je pense. Et puis, c'est aussi ce qui s'exprime dans l'engagement électoral au municipal, c'est le fait de vouloir prendre soin de sa communauté, des siens et des siennes, de manière assez directe. Et c'est aussi à partir de ça, dans cet escalier du pouvoir, que vous pouvez commencer à vous faire, je vous encourage à le faire par ailleurs, parce que je crois que vous allez chercher des candidats et candidates, donc je vous encourage à le faire. C'est aussi là où vous pouvez commencer une carrière politique au bon sens du terme. C'est-à-dire pas une carrière pour vous, pour votre ego, mais commencer à vous expérimenter, à comprendre comment fonctionne une institution, à pratiquer le pouvoir politique, et du coup à partager ce pouvoir politique. Plus il y a de gens différents qui candidatent ou qui sont élus, plus on partage le pouvoir politique. Donc l'élection municipale, c'est une élection très importante dans le système démocratique français et dans l'engagement électoral. Donc on s'y est intéressé particulièrement. Et là, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que de la même manière que vous avez vu sur les graphiques sur les élections parlementaires, une situation qui se dégrade au fur et à mesure, toute petite exception faite sur le législatif, ce qu'on disait, quoi. Ce qui nous met en alerte, c'est qu'aux élections de 2020, la part des classes populaires a commencé à diminuer, ce qui n'était pas le cas en 2008 et en 2014. Alors c'est assez fin à lire sur un graphique comme ça, parce qu'on parle de grosses données d'énormément de gens. Mais en fait, là, ce que vous voyez, c'est que là, vous êtes sur le ratio candidat-population. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a égalisé le nombre de candidats par rapport à la population sur la même période. Donc, on a repris... vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc, voilà, c'est en rapport à la population française en 2008, en 2014 et en 2020 que vous voyez ces chiffres. Et donc, ce que vous voyez, c'est que c'est pas tant les classes supérieures aujourd'hui que de l'élection municipale sont en train de grappiller du terrain, c'est plutôt les classes moyennes qui prennent beaucoup d'espace, donc notamment dans les petites communes et dans les ruralités. Et vous avez pour une première fois une chute quand même assez nette de la part de classes populaires parmi les élus municipaux. Les candidats, pardon. Mais chez les élus, c'est pareil. Donc ce qui nous inquiète, c'est que, alors ça je précise une chose, c'est qu'évidemment les listes étaient déjà prêtes avant le Covid, donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Souvent on nous dit ça, non, les listes sont prêtes, étaient prêtes, voire déposées plusieurs mois avant la crise du Covid. Donc ce qui nous inquiète, c'est que, en fait, ce qui s'est passé entre 2014 et 2020, c'est que malgré pourtant des mouvements sociaux populaires très importants, vous vous souvenez des Gilets jaunes, en 2018 bien sûr, qui ont émis une critique très forte de la démocratie d'un point de vue des classes populaires et des classes moyennes. Malgré ça, en fait, toute la série de déceptions démocratiques qui a été vécue, connue, et on la connaît de plus en plus, on va dire, ça a eu un impact assez fort, y compris sur l'engagement des gens sur les élections municipales et la possibilité qu'ils et elles soient élus. Ensuite, ce qu'on a voulu faire pour étudier les élections municipales, c'est d'étudier un petit peu s'il y avait des différences suivant les territoires, suivant les types de communes. J'ai déjà fait référence plusieurs fois à ça. Alors là, j'ai toujours ce problème quand on fait ça en projection, c'est qu'on voit pas assez bien les cartes. Je suis toujours un petit peu déçu. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé un indice qui s'appelle l'indice de représentation, qui est un moyen pour nous d'étudier dans une commune, ça fonctionnerait aussi sur un conseil départemental ou quoi, peu importe, là c'est sur une commune qu'on l'a utilisé, de voir
à quel niveau chaque classe sociale était bien ou mal représentée. Pour ça, dans cet indice, je vous en parle parce qu'il va être hyper important pour la suite, et notamment sur la mise en action de ce qu'on peut faire plus tard. Nous, on a voulu faire un indice qui, non seulement soit utilisable et compréhensible pour tout le monde, comme on a, je sais pas, l'échelle de Richter pour les séismes. On voulait quelque chose qui, à la fin, on comprenne, ah, c'est plus de 1, c'est moins de 1, ok, c'est bien, c'est mal, un truc assez simple. Donc en fait, cet indice, il prend en compte deux choses. Il prend en compte le nombre de candidats et candidates de chaque classe sociale sur une liste ou sur l'ensemble d'une liste. Donc là, on est sur toutes les listes, sur ce qu'on va voir là, toutes les listes qui se présentent dans la même commune en 2020. Et il prend aussi en compte le niveau d'éligibilité des candidats. C'est-à-dire que sur une liste, quand vous votez pour une liste, vous avez donc à Poitiers 53 personnes sur la liste. Le ou la numéro 1 est la personne qui est le plus sûre d'être élue, parce que si la liste ne fait que quelques pourcents, elle est sûre d'être élue. Et puis celui ou celle qui est en numéro 53 ne sera jamais élu, sauf si c'est un score stalinien et qu'il n'y a pas d'opposition et que tout le monde est élu. Et ça n'arrive pas normalement. Donc cet indice-là, s'il est à 0, ça veut dire qu'une classe sociale, si l'indice des classes populaires il est à 0, ça veut dire qu'il y a à peu près autant de candidats sur la liste que dans la population locale, et qu'en plus ils sont positionnés à des niveaux d'éligibilité assez bien répartis. Pareil pour l'indice des classes moyennes, l'indice des classes supérieures, etc. Et donc on a appliqué ça aux élections de 2020. Là vous avez plein de petits points, donc là vous les voyez mal. Vous verrez très bien sur le rapport si vous le téléchargez sur démocratiserlapolitique.org, je vous l'ai déjà dit. Vous avez plein de petits points qui sont au tout autant de communes françaises. Et ici, là, vous avez l'indice de représentation des classes supérieures. Donc en 2020, ce que vous voyez, c'est que, enfin ce que vous voyez mal, c'est que vous avez une sorte de diagonale ici, que vous voyez un peu tachetée de rouge et de blanc. Vous le situez à peu près ? En fait, cette diagonale, du coup, elle nous dit qu'à cet endroit-là, les classes supérieures ont un indice relativement faible, en tout cas bien moins fort que dans le reste de la France. Cette diagonale, on l'appelle médiatiquement, couramment, est-ce que vous connaissez la diagonale du vide? Alors c'est un terme assez méprisant pour les ruralités, c'est pas un terme qu'on utilise nous, parce qu'en gros ça veut dire oh, il n'y a rien dans ces endroits-là, c'est pourri. Vous voyez les Parisiens qui regardent les campagnes. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit se reproduire en fait. Et en miroir, ici vous avez l'indice des classes populaires, qui est un peu mappé différemment pour le rendre plus lisible. En miroir, vous voyez encore plus nettement cette diagonale, et vous voyez que là, l'indice est plutôt fort. Donc en fait, qu'est-ce que ça dit ? C'est un exemple marquant, et on a 48 comme ça dans le rapport, qu'en fait, il y a des endroits où les classes supérieures ne sont pas intéressées par le pouvoir. Elles ne vont pas chercher à s'accaparer le pouvoir sur les listes. Et ces endroits-là, ce sont des endroits en fait, qu'on peut assez bien définir sociologiquement. Là, si vous regardez cette représentation, qui paraît très barbare et compliquée, mais en fait, vous allez voir qu'elle est très simple, là, chaque point, encore une fois, c'est une commune. Là, vous avez l'indice des candidats des classes supérieures aux élections de 2020 sur la commune de machin, la commune de machine, la commune ci, la commune ça, etc. Chaque point est une commune. En vertical, vous allez tout en haut des communes rurales à habitat très dispersé. Tout en bas, vous allez jusqu'au grand centre urbain. Donc c'est classé par niveau de ruralité ou d'urbanité. En gros, le type de commune plus ou moins grande et plus ou moins proche des centres de décision. Et en fait, ce que vous voyez là, le petit carré rouge là, qui n'est pas au même endroit à chaque fois, c'est la médiane de l'indice de représentation des classes supérieures. C'est-à-dire, dans les communes rurales à habitat dispersé, donc la première ligne, et ben, les classes supérieures, elles ont un indice qui s'approche du zéro. Et si vous allez dans les grands centres urbains, il monte, il va vers 0,3. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est très très net en fait de le voir. Ça veut dire qu'en fait les classes supérieures, elles viennent prendre le pouvoir quand ça les intéresse. Elles viennent prendre le pouvoir dans les grands centres urbains parce qu'il y a de la décision politique à prendre, parce que ça permet de faire des grandes carrières politiques, parce que c'est des villes qui sont très bien équipées et qui sont plus particulièrement aussi beaucoup plus diplômées et beaucoup plus riches. Toutes les 5 points que je viens de vous dire, là, bien équipés, diplômés, riches, centres urbains, etc., ça, on a vérifié à chaque fois avec des tests statistiques pour voir si cet indice, il évoluait justement, suivant si la commune était plus ou moins riche, plus ou moins diplômée, etc. Et ces 5 points-là sont confirmés statistiquement. C'est réglé comme comment on dit déjà, un coucou suisse. C'est extrêmement précis.
si vous prenez, ça c'est une autre représentation qui est intéressante, là je prends l'indice des classes moyennes. Donc c'est le même principe, vous avez compris, hein, de haut en bas, plus rural, plus urbain, etc. Gauche à droite, meilleur indice, moins bon indice. Et alors là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les communes ont une couleur différente suivant si elles sont riches ou pauvres, en gros. Les communes qui sont en jaune, les petits points jaunes, c'est les communes qui ont un revenu médian, donc où la moitié de la population gagne plus, qui est supérieur à la moyenne nationale. Les communes en violet, celles qui sont inférieures. Donc je vais résumer, les communes jaunes, c'est les communes riches, les communes violettes, c'est les communes pauvres. Et donc ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez cette différence vraiment jaune-violette, à quelques exceptions près que vous voyez beaucoup, et notamment quand on se rapproche des centres urbains, ce qui nous dit que les classes moyennes, elles ont entre guillemets autorisation à être bien représentées, elles arrivent à être bien représentées uniquement lorsqu'on est dans des communes pauvres. Et quand on est dans des communes riches, leur indice de représentation diminue, voire régulièrement passe en dessous du zéro. Je ne vais pas vous asséner d'exemples comme ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, s'il y a des mécanismes aussi clairs que ça, aussi nets que ça, en fait, à la fin de notre conclusion, c'est que ce qui est déterminant, c'est la décision des classes supérieures de prendre le pouvoir sur une liste ou pas. Et sur, du coup, la vie politique. Alors, dernier exemple, et j'arrête. Là, c'est la carte de l'Île-de-France que je trouve assez intéressante, c'est toujours sur les classes moyennes, justement, où vous avez, en gros, en vert, là où elles sont bien représentées, c'est lorsqu'on va dans le rural, en gros, dans l'Île-de-France rurale, et un peu la Seine-Saint-Denis, qui est juste ici. Et à l'inverse, à gauche, là où c'est en violet foncé, là, c'est les communes très bourgeoises de l'Île-de-France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez autre chose, notamment vous voyez ce que je vous ai déjà dit avant, cette différence entre, en gros, le rural, les endroits pauvres, etc., et les endroits riches. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, vous allez avoir une représentation populaire assez faible. Et là, par contre, c'est les classes moyennes qui vont empêcher les classes populaires de pouvoir être bien représentées, alors que vous le savez, la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus populaires de France. Donc en gros, vous avez tout cet escalier, ces rapports de force entre classes sociales où les plus aisés, les mieux positionnés, ferment la porte aux suivants pour les empêcher d'être représentés. Et pourquoi je vous dis tout ça ? La question de départ que nous, on s'était posée, c'était pourquoi on se fait douiller à chaque fois ? Et plus précisément, en fait, c'était pourquoi est-ce que les ouvriers, les employés, les précaires, les gens comme nous, qui sont si bien engagés, blablabla, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de pouvoir politique ? Pourquoi est-ce qu'on est discriminé, en fait, socialement dans la vie politique ? Et en fait, on se posait finalement la question de pourquoi les classes populaires sont sous-représentées. Une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'en fait on a compris que c'était les classes supérieures qui dominaient le jeu et qui avaient vraiment des stratégies pour être plus ou moins bien représentées suivant les territoires, la richesse, le niveau de diplôme, etc., en fait on a renversé notre question. La question qu'on s'est posée à la fin, c'était pourquoi les classes supérieures sont bien représentées. C'est ça qu'on essaie de décortiquer. Si le problème, c'est pas l'engagement des classes populaires, si le problème, c'est les obstacles mis en place par les classes supérieures, alors il y a deux choses. C'est qu'il va falloir comprendre comment est-ce qu'elles font, et il va falloir les empêcher, elles, de le faire. Et ça, ce petit changement de question, pour nous, il était très important, parce que, et ça va m'amener lentement vers ma conclusion, notre enjeu aujourd'hui, c'est plus de dire comment est-ce qu'on fait en sorte de pousser les classes populaires à l'engagement, puisque les gens ont déjà envie de s'engager, mais l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour empêcher certains et certaines de mettre en place ces obstacles. Et les obstacles, justement, c'est sûrement la partie la plus intéressante du rapport, en tout cas pour une action concrète. Et après, je vais terminer là-dessus et passer aux propositions. Là, on a essayé de définir ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, peut-être que certaines voient ce que c'est que la notion de plafond de verre. Le plafond de verre, c'est une notion qui a été pensée notamment par des chercheuses et des militantes féministes, notamment pour étudier le monde professionnel au départ, pour comprendre pourquoi est-ce que suivant la hiérarchie professionnelle, on avait de moins en moins de femmes. Enfin, pas pour comprendre, mais plutôt pour visualiser, pour donner une image sur le fait qu'on a de moins en moins de femmes dès qu'on augmente dans la hiérarchie professionnelle. Donc le plafond de verre, en gros, c'est vous avez un plafond autour de vous, enfin, vous pouvez pas aller au-dessus, mais c'est en verre, vous voyez très bien qu'au-dessus, il y a des gens qui ont du pouvoir. Hein, c'est très très clair. Hein, c'est pas un truc secret, c'est pas le complot, en fait. Hein. Et le plafond de verre, vous pouvez jamais le dépasser. Et en fait, dans nos ateliers, c'est un truc qui revenait souvent
les gens disaient mais il y a un plafond de verre, en fait, on n'arrive jamais à être en position éligible, et même si on est élu, on n'arrive jamais à avoir la bonne délégation là, qui est vraiment intéressante. On nous met la délégation aux toilettes publiques et pas à celle du budget, quoi. C'est important les toilettes publiques, évidemment, mais avoir le budget pour le faire, c'est encore plus important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les listes aux élections municipales en France depuis 2020, et en gros, on les a aplaties un peu sur une échelle de 1 à 100. De 1 à 10, ici. En gros, ça veut dire qu'on a mis tous ceux et celles qui étaient proches de la première place, et les 10% les premiers de la liste, ils sont allés dans la case 1. Et les 10% les derniers de la liste, ils sont allés dans la case 10. Et ainsi de suite au milieu. Donc vous imaginez qu'à Poitiers, par exemple, de la position 1 à 5, vous les retrouvez là tout en haut, là sur la 1, de la position 50 à 48 à 53, vous les retrouvez dans la position 10. Donc on a mis tout ça, et on a compté, avec des logiciels qui le font, ne vous inquiétez pas, on a compté du coup, dans les 10 derniers pourcents, les 10% d'avant, les 10% d'avant, etc., combien de classes supérieures en bleu, de classe moyenne en vert, de classe populaire en rouge, de retraités en gris. Donc là, vous avez en gros la liste moyenne, l'organisation moyenne d'une liste en France, tout confondu en 2020. Et vous voyez, en rouge, les classes populaires, elles font une courbe qui descend, qui descend, qui descend, qui chute très vite quand on arrive vers la tête de liste. En vert, vous avez à peu près la même dynamique pour les classes moyennes, mais un peu moins forte. Les classes supérieures, elles, leur courbe, au contraire, elle ne fait que s'envoler. Et de manière qui semble infinie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on a pu définir exactement où était ce fameux plafond de verre. On a pu le visualiser. Pour les classes populaires, il se positionne ici, au 7 dixièmes de la liste. C'est-à-dire qu'au 7 dixièmes de la liste, en moyenne en France en 2020, à partir des 7 dixièmes et au-dessus, les classes supérieures ont plus de place sur les listes, sont plus éligibles que les classes populaires. Ce qui est intéressant quand vous connaissez un petit peu le système électoral d'une élection municipale, c'est que c'est à peu près au 7 dixièmes aussi que se joue l'éligibilité. C'est-à-dire qu'en gros, après les 7 dixièmes, si vous êtes après les 7 dixièmes sur la liste, en gros, il n'y a quasiment aucune chance que vous soyez éligible. Et si jamais vous êtes élu parce que vous étiez juste à ce moment-là, quoi, a priori, si on vous a positionné là, vous n'aurez pas une bonne délégation au conseil municipal. C'est la position pourrie, quoi. Et donc, là, ce qu'on visualise, c'est que cette dynamique-là, surtout, on retrouve la même systématiquement dans tous les partis politiques et dans toutes les catégories de communes. Là, vous avez le même schéma pour les centres urbains. Alors, les centres urbains, vous avez des extrémités extrêmement fortes. On ne peut même pas dire où est le plafond de verre, tellement les courbes ne se croisent jamais. Mais si vous allez dans les petites villes et ceintures urbaines, donc je pense que Poitiers doit être dans cette catégorie-là, vous avez à peu près la même dynamique, avec un plafond de verre classe populaire qui est au 7 dixième ici, on est dans la moyenne nationale. Je n'avais pas mis le rural, mais le rural, le plafond de verre est un peu plus haut, mais vous avez toujours cette même dynamique. Les courbes ont toujours la même forme. Le niveau du plafond de verre diminue, mais la logique reste la même. Donc s'il y a un plafond de verre dans l'organisation des listes, ça veut dire que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir commencer à travailler. Et nous, on a du coup des propositions et quelques éléments de méthode pour essayer de faire mieux. On a des objectifs, on a 10 objectifs politiques qu'on a précisés dans notre rapport, que je ne vais pas vous présenter les 10, qui vont des questions de politique publique à l'organisation de la vie politique, au statut d'élu, etc. Mais là, je vais me concentrer sur quelques éléments. L'objectif, donc, c'est d'imposer la parité sociale en politique. Ça mettra du temps. La parité de genre, ça a été le fruit on peut considérer un siècle de bataille depuis les suffragettes jusqu'aux lois sur la parité. Et on n'y est pas encore atteint. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, sur les communes rurales, ça n'est qu'on vient de l'avoir à peine. Donc ce sont des longues batailles. Mais nous, on essaye surtout là de lancer le débat et essayer de faire changer un petit peu le débat public tel qu'il est posé, de cette manière que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'engagement populaire qui est le problème, c'est le fait que les classes supérieures mettent des obstacles à l'engagement populaire. Et donc notamment 3 gros objets pour nous qui sont importants. On propose premièrement que les listes, les partis politiques s'auto-appliquent un seuil maximal de classe supérieure dans les listes. Parce que ça libérerait de l'espace pour les autres, tout simplement. Et que ça permettrait surtout de renverser le débat. Alors, on n'est pas contre le fait de mettre un seuil minimal pour les classes populaires,
c'est une des propositions qui existent pour parler de social. Mais surtout, on aimerait qu'on discute de ça un peu d'une manière différente. Et qu'on laisse un petit peu des groupes de... Et encore une fois, moi je fais partie des classes supérieures aujourd'hui, mais des groupes d'intello, de cadres du public, du privé, etc., un petit peu dans la merde en disant, voilà, vous n'aurez que 20-25% de la place, parce que c'est à peu près ça que vous représentez dans la population locale, et démerdez-vous avec ça. En fait, je me mets à imaginer des fois des situations un peu absurdes où les gens diraient, mais c'est impossible, on est plein à vouloir s'engager, on a envie de s'engager, pourquoi vous nous empêchez de nous en engager ? Bah oui, mais c'est ça qui s'est passé en fait avec les classes populaires depuis des décennies en fait. Donc c'est une façon de renverser un petit peu la tendance, c'est de renverser un petit peu le stigmate en fait qui peut peser sur l'engagement politique. Une deuxième chose, c'est que pour faire ça, de manière plus douce, ça c'est la partie où on est un peu méchant. Ouais, je vous disais tout à l'heure, des fois on est un peu méchant, des fois on est un peu gentil. La partie un peu plus douce, c'est que ce qu'on pense surtout, c'est que tout ça, blague à part, tout ça, ça passe par le fait que tout le monde le prenne en charge. Je disais, tous les partis politiques doivent le prendre en charge, les citoyens et les citoyennes doivent le prendre en charge. C'est forcément un travail coopératif, parce qu'on construit une démocratie par la coopération. Et donc une chose importante, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire clairement qui on est. Et dire clairement si on n'y arrive pas aussi. Je sais très bien que ni Poitiers Collectif, ni d'autres listes qu'on va accompagner vont arriver dès demain à changer les choses radicalement et à changer tout le mode de fonctionnement de la vie politique française. C'est pas un problème. On sait très bien que ça met du temps de faire tout ça. L'important, c'est d'être transparent, d'afficher où est-ce qu'on en est, d'afficher ses objectifs à l'instant T plus 1, T plus 2, et de pouvoir laisser la possibilité à chacun et à chacune de juger des évolutions, chiffres à l'appui. Et nous, évidemment, notre rapport, notre travail est fait pour ça, pour s'assurer que tous les citoyennes et tous les citoyens puissent comprendre et accès à cette donnée. Et puis enfin, on propose une réforme constitutionnelle qui consiste, comme pour la parité de genre, à intégrer dans l'article 1 l'égalité de la possibilité d'accès au pouvoir politique pour toute catégorie sociale. On a publié une tribune dans laquelle plusieurs personnes de Poitiers Collectif, dont Léonore, ont signé cet été dans Le Monde. Il y a 3000 personnes qui l'ont déjà signée, beaucoup d'organisations, beaucoup de parlementaires qui ont commencé à la signer. Vous pouvez la signer en vous rendant sur le site pour aussi organiser des actions de sensibilisation sur ce sujet. Il y a des outils qui vont être bientôt publics et je vais vous en montrer un rapidement. Des interventions et formations, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, de pouvoir intervenir, expliquer tout ça et lancer le débat. Une cartographie que je vais vous montrer et un générateur qui sera à disposition à la fois des listes et des partis politiques pendant ces élections, qui pourront générer des données sur la part de classe sociale dans leur liste en construisant la liste, pour essayer de s'auto-tester, de voir est-ce que les objectifs que vous vous êtes donnés, vous êtes en train de les atteindre. Mais c'est un générateur qui sera aussi public et le plus simple, j'espère, possible à utiliser, pour que chacun, chacune puisse aussi interpeller ces listes et faire son propre avis au moment de voter. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà, donc vous cliquez, vous pouvez accéder à n'importe quelle commune de France et avoir accès aux données sur votre ville. Et donc là, vous avez par exemple, ici, en premier, les indices de représentation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, de moins 1 à 1, tout ça, pour l'ensemble des listes qui sont présentées en 2020. Juste en dessous, c'est juste celles qui ont fait plus que 5%. Et là, c'est la composition actuelle du conseil municipal. Donc en bleu, classe supérieure, en rouge, classe populaire, en vert, classe moyenne, etc. Poitiers, vous êtes en gros une ville qui ressemble à peu près à ce niveau de taille de ville, ni plus ni moins. Donc avec une domination de classe supérieure assez importante, mais c'est ni plus ni moins des scores qu'on retrouve dans d'autres villes comparables, quoi. Et puis vous avez toute une série de données aussi, où là où vous avez les données sur le nombre de classes de chaque classe parmi les élus, mais comparé aussi, juste derrière en arrière-plan, avec la population locale. Vous avez des données sur l'âge, par genre, etc. Bref, plein d'outils pour que tout le monde puisse s'en saisir. C'est aussi utile pour les gens que vous connaissez dans la région, par exemple, pour les élections, qui pourront aller voir et interpeller leurs élus en disant « Ah, quand même, c'est pas la joie niveau représentation politique par chez nous, quoi. » Et ce générateur, c'est donc cet outil-là qui va pouvoir être utilisé par et les listes et par chacun et chacune, où vous allez pouvoir... Alors c'est une version bêta aujourd'hui de ce générateur, il n'est pas totalement fini, donc vous avez genre une avant-première hyper exclusive internationale. Vous allez pouvoir cliquer sur le nom de votre ville, donc ici j'ai pré-rempli Poitiers. Vous avez des données sur l'actualité de Poitiers pour l'instant, donc il y a actuellement 53% de classe supérieure au conseil municipal contre 16% dans la population de la commune.
23% de classe moyenne contre 21% dans la commune, 11% de classe populaire au conseil municipal contre 35% dans la commune, etc. Donc vous avez un peu l'état des lieux aujourd'hui, d'où est-ce qu'on part, et vous allez pouvoir remplir votre propre liste. Donc là, c'est réglé sur 55 candidats, c'est une erreur de ma part, 53 normalement. Mais vous allez pouvoir remplir la profession de chaque personne sur la liste, dans l'ordre sur la liste. Donc là, j'ai pris la liste de Poitiers Collectif en 2020, comme exemple. Un petit peu le point de départ de là où vous partez, quoi. Alors, là, c'est les données que vous avez renseignées auprès de la préfecture. Il y a toujours possibilité d'erreurs, de discussions, etc. C'est jamais une science extrêmement exacte, tout ça. Il ne faut pas le prendre comme ça, en tout cas. Et ça va pouvoir vous donner, du coup, des données générales sur à quoi ressemble votre liste, du coup, en termes de répartition des classes sociales, suivant le niveau d'éligibilité, parce que je vous disais, c'est ça qui est important. Donc là, vous les avez en nombre de candidats et candidates, vous les avez aussi en pourcentage. Et là, vous avez, dans la liste Poitiers Collectif, vous aviez du coup 45% sur la liste complète, 45% de classe supérieure sur la liste complète, 10% de classe populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier seuil d'éligibilité, donc par défaut on le met à 10%, donc ceux qui sont les plus sûrs d'être élus, même si la liste ne gagne pas l'élection, mais vous pouvez modifier ce seuil si vous le souhaitez. Dans le premier seuil, vous avez 75% de classe supérieure, 25% de classe moyenne, 0% de classe populaire. Et dans le second seuil d'éligibilité, là on a mis à 60% par défaut. Donc c'est ceux qui, si la liste gagne, sont élus et qui a priori auront une délégation d'adjoints. A priori, évidemment, ça marche pas toujours comme ça, quoi. On avait 45% de classe supérieure, 17% de classe populaire. Et vous avez du coup ensuite des aides à la lecture derrière, où vous avez du coup une lecture un peu globale et aussi une comparaison ici avec l'indice de représentation de votre liste et ceux du conseil municipal ou sortant ou des non pardon pas ce conseil municipal, c'est des listes qui sont présentées en 2020. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Si vous avez des questions, nous sommes là. L'idée, vous le comprenez, c'est avoir un aperçu vraiment solide dans ce rapport de l'état de la représentation politique en France, d'alerter la population, les listes et les partis, mais aussi de s'accompagner les uns les unes les autres à voir comment faire mieux. Donc vous avez des engagements que vous allez prendre aujourd'hui. Nous, on a toute une série de conseils, de préconisations, et encore une fois, ce que je dis, et je terminerai là-dessus, ce qu'on dit, c'est pas en claquement de doigts qu'on va résoudre ce problème, qui est un problème de discrimination sociale, qui est un problème dans la société tout entière et dans le champ politique tout particulièrement. Mais l'important, c'est de savoir planifier une politique et une stratégie qui permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'au municipal de 2020, à quel niveau vous voulez être, en vous donnant des objectifs réalisables, comment vous allez faire en sorte que dans toutes vos instances, que ce soit dans la campagne, mais aussi dans le conseil municipal, eh bien que les personnes de classe populaire, même si elles sont moins nombreuses, elles vont pouvoir expérimenter le pouvoir, prendre des décisions, de la même manière qu'on a imposé la parité femmes-hommes, même lorsqu'il y avait moins de femmes parmi les adhérentes des partis ou dans une organisation, mais des organisations se sont imposées dans la direction d'avoir une parité femmes-hommes, ce qui leur a permis de prendre du pouvoir et de donner aussi confiance à d'autres femmes pour s'engager. C'est un peu cette même logique-là qu'on veut s'appliquer. Donc comment on fait ça? Et puis ensuite, évidemment, dans le cadre où, j'espère pour vous, vous regagnerez la mairie, comment est-ce qu'on utilise les outils du pouvoir pour pouvoir faire mieux aussi, pour créer de l'engouement pour la vie politique et recréer de la confiance entre le conseil municipal et les classes populaires de Poitiers, et à l'étape suivante, arriver à encore faire mieux.